Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Merci mesdames et messieurs de suivre cette émission Entre les lignes. Eh bien, votre émission va essayer de traiter une question particulière, la question du coup d'État au Gabon. On va parler aussi de cette question de l'OCC, cette cacophonie qui règne aujourd'hui à l'Office congolais de contrôle. Eh bien, on reçoit un spécialiste des questions politiques qui va donc aborder ces deux thématiques pour vous permettre de comprendre et de savoir de quoi il s'agit exactement. Je reçois un habitué, M. Pascal Oondje, qui généralement dans sa prise de parole est souvent apprécié par les téléspectateurs. Eh bien, c'est lui que nous avons invité pour faire le même exercice comme toujours. M. Pascal, toujours un plaisir immense de vous avoir sous ce plateau, un plaisir que partage souvent mes téléspectateurs. Quand ils vous suivent, généralement, ce sont les commentaires, des bons commentaires à votre égard. Ça vous fait quoi de lire ces commentaires? D'abord, merci. Merci pour l'invitation, Dan. Merci à nos différents téléspectateurs. Ça me va droit au cœur. Parce que, vous savez, moi, je suis resté avec la philosophie d'Héraclite d'Éphèse. Tout coule, tout passe, rien ne demeure. Oui. Et qui sommes-nous, en fait? Des simples passagers. Et quand vous analysez bien la vie, vous allez vous rendre compte qu'elle ne traîne pas trop, elle ne dure pas beaucoup, elle passe vite. Et pas très longtemps, nous étions ici avec Mobutu, regardez à ce jour. Pas très longtemps, mais c'est comme si quelqu'un n'avait jamais existé. Et ceux qui étaient des hommes incontournables, aujourd'hui, ils sont tous pratiquement effacés, sinon vieillis pratiquement. Après Mobutu, on aura Mouzé Laurent Désiré Kabila, avec les Kakoudji, ils étaient nombreux. Aujourd'hui, où sont-ils? Effacés, oubliés. Bon, pas longtemps ici, on avait Joseph Kabila avec son équipe. Bon, voilà, ils sont partis. Et c'est comme ça que souvent, c'est là où je suis très d'accord avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, lorsqu'il comprend le sens du pouvoir. En tout cas, j'aime. J'aime et je souhaite que ceux qui l'agglutinent comprennent, comme lui et comme nous autres, et pour que finalement, le pouvoir ne change pas les gens. Que le pouvoir ne vous change pas. Vous n'êtes qu'un être appelé aujourd'hui à servir votre nation. Et c'est tout. Que le pouvoir ne vous change pas. Dans quelques temps, on ne sera pas ici, on ne sera pas nous reconnaître. On aura des cheveux blancs, on ne sera plus marcher. Bon, voilà. C'est simple. Dernièrement ici, j'ai rencontré un ancien ministre de Mobutu. Méconnaissable, à pied. Mais il était un homme incontournable à l'époque. Mais quand vous le voyez avec des ketchs, non nettoyés, un pantalon de quelle génération, avec une veste démodée, mais quand vous le regardez, vous vous dites, mais finalement, donc, tout sauf un homme d'État, mais à pied. Dans le sens de la vie, tout cool. Tout passe. Voilà. C'est pourquoi je remercie tous les téléspectateurs qui me font confiance. Qui vous suivent. Merci, en tout cas, c'est le petit effort que nous faisons. Je vous admire. En tout cas, merci. Je crois que nous allons continuer. Encouragez-moi pour que nous puissions continuer, qu'on ne lâche pas, qu'on ne change pas, qu'on ne devienne pas autre personne, quelles que soient les circonstances de la vie. Exactement. Monsieur Pascal, on va rapidement prendre le premier élément, le premier sujet de l'émission, c'est cette question de l'OCC, la crise qu'il y a aujourd'hui à l'Office congolais de contrôle.
Qu'en est-il exactement? Bon, à l'Office congolais des contrôles, c'est un problème qui n'honore pas l'image des actuels dirigeants. Et parce que lorsqu'on vous envoie comme président du conseil d'administration, comme administrateur, comme directeur général adjoint, comme nous avons dit ici, c'est pour servir. Et pour servir, il faut être accompagné des gens également qui ont cette passion de servir. Il ne faut pas être avec des gens qui ont comme vocation détruire et se servir. Et là, ce n'est pas intéressant. Le problème est qu'il y a eu 2 conseils d'administration. Vous savez, le conseil d'administration est composé du président du conseil, des administrateurs, et du directeur général, qui fait aussi partie du membre du conseil. Bon, le directeur général adjoint peut être là lorsque le directeur est absent. Alors maintenant, au premier conseil qui a été tenu le 14 juillet 2023, tous se sont réunis pour une mise en place des agents. Ici, c'est des cadres, bien entendu, les directeurs de province, les chefs d'agence et les chefs de département. Et c'est comme ça que je qualifie ce conseil comme un conseil intelligent, parce qu'ils ont tenu compte de certains paramètres. Le premier paramètre, c'est la mauvaise utilisation du matériel de l'OCC dans de l'Union européenne. Là, nous sommes dans la province de Kinshasa. Mais ce matériel est tombé obsolète. Lors du conseil, on a évalué la question. On s'est posé la question, pourquoi et comment les agents de l'OCC peuvent se comporter de cette manière? Pire encore, le résultat issu de cette cellule, de ces études, qui permettrait que rapidement on comprenne comment tel autre produit ne sort que tardivement, parce que le matériel qui permettrait un travail rapide n'est pas utilisé. Alors, lorsqu'on a analysé ces questions, on s'est rendu compte que des gens qui ne savent pas servir correctement la société. Et pas longtemps ici, vous aviez vu à Kinshasa comment on avait exhibé à la face du monde les poissons avariés qui sont arrivés jusqu'ici. C'était honteux. Donc ici, il y a des poissons avariés, il y a des médicaments périmés qu'on vend aux gens. Et imaginez le risque. On va au Congo central. Là, c'est la porte d'entrée. On constate qu'il y a des conteneurs qui entrent jusqu'à Kinshasa sans être contrôlés. Imaginez le risque lorsqu'il s'agit de l'OCC. Mais pourquoi tous ces produits impropres à la consommation? Qu'est-ce qui ne va pas exactement? Pourquoi ça passe? Mais justement, donc on fait passer ces produits, ces conteneurs jusqu'à Kinshasa. Lorsqu'on a analysé, on a estimé que ce n'est pas possible. Mais c'est très grave, je dis très grave, parce que surtout en cette période électorale. Mais la santé des gens est mise en danger. Non seulement la santé des gens, mais on peut faire entrer des armes ici. On peut déstabiliser Kinshasa. Aujourd'hui, nous parlons du Gabon, ainsi de suite, mais on ne peut pas tolérer des gens comme ça. Et alors, le conseil, après évaluation, a estimé que ce n'est pas normal que de tels gens restent à la porte d'entrée de Kinshasa. Vous allez vous en souvenir, même en 1998, quand le Rwanda est entré encore ici, à l'époque de Kabila Père, c'est par cette frontière. Alors, si on ne sait pas sécuriser cette frontière, alors c'est très dangereux. Et voilà pourquoi on a estimé qu'on change les gens. Cette mise en place a été faite également pratiquement dans toutes les provinces. Mais moi, je prends souvent les 2 cas de ces 2 provinces parce que ça me semble, ici c'est la capitale, un peu grave lorsqu'on ne prend pas en compte ces cas. Et on va se mettre d'accord. Monsieur Pascal, sans vous arrêter, mais c'est extrêmement grave que suspendre ou mettre ces gens hors d'état de nuire ne suffit pas, qu'il faut aussi les arrêter. Parce que Kinshasa, c'est plus ou moins 15 à 20 millions d'habitants quand ils consomment les produits impropres à la consommation. Mais le PV existe. C'est chaotique, ça. Le PV de cette appréciation existe. C'est comme ça que j'appelle même les services de sécurité de se saisir du dossier. Le PV existe. C'est pas possible. Lorsqu'on fait entrer des cas comme ça, on ne peut pas ne pas, en tout cas, tenir compte sur le plan de la sécurité, j'insiste. Que ce soit le ministre de l'Intérieur, que ce soit les services de sécurité, je crois qu'ils m'entendent. Ils peuvent maintenant mener leurs enquêtes. Ils peuvent demander, en tout cas, les PV de ce conseil, qu'est-ce que vous vous êtes dit sur le cas du laboratoire, qu'est-ce que vous vous êtes dit sur le cas des conteneurs qui entrent
de Matadi jusqu'à Kinshasa sans être contrôlé. On va élaborer le PV, on envoie au ministre. Le président du conseil d'administration va effectuer un déplacement, parce que c'est un politique qui va déposer sa candidature. Quelques temps après, on organise un deuxième conseil à son insu, le 26 juillet 2023. Et pourtant, lui, lorsqu'il s'est déplacé, il avait laissé l'intérim à une dame qui est administratrice ou administrateur, si vous voulez l'appeler. C'est elle qui allait expédier les affaires courantes à l'absence du PCA. On demande à la dame qu'elle convoque le conseil. Là, c'est le ministre du Commerce extérieur. La dame dit, mais ce n'est pas ma compétence. Lorsqu'on expédie les affaires courantes, le pouvoir est limité. La dame, elle est d'élue de l'Est. Mais le pouvoir est limité. Mais comment on ne peut pas informer au PCA? Et j'imagine que le PCA n'était pas d'accord. Et pourtant, il était à Ilebo, il n'était pas à l'extérieur du pays. On va maintenant chercher le plus âgé avec le DG, le reste là. Ils vont organiser un conseil. Dans ce conseil, on va prendre des résolutions, curieusement, qui vont mettre en cause ce qu'on avait réfléchi ensemble au premier conseil du 14. Des personnes, comme nous avons dit ici, qui ont failli dans leur travail. 1. Ils n'ont pas sécurisé le laboratoire. 2. Ils faisaient entrer les conteneurs sans être vérifiés. Les mêmes personnes, on va les réintégrer. Ils seront restitués dans leurs fonctions. Mais le ministre de Commerce extérieur, c'est lui le tutelle. Mais c'est impensable, c'est insupportable. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Ils vont nuitamment, je dis bien nuitamment, là c'est le 26, élaborer les actes de notification. Comment ça? Et le 27, le PCA est déjà rentré à Kinshasa rapidement. Il était parti par véhicule, il rentrait par l'avion, par Ndolo, et il est ici. Mais la moindre des choses aurait été de le présenter, le travail qui a été fait, même s'il n'était pas d'accord parce qu'on ne pouvait pas convoquer le conseil à son absence. D'autres vont pour me dire il s'est agi d'un conseil extraordinaire. Je vais revenir là aussi. Dans ces actes de notification, vous ne verrez ni la signature de la dame qui a expédié les affaires courantes, ni la signature du PCA finalement qui est revenu le 27, ni les sceaux. Donc ce n'est pas scellé. Et on a donné ces actes aux agents. Et je comprends, c'est une irrégularité terrible. Et c'est comme ça que moi je dis. Cette notification disait que le PCA n'est plus en fonction. Non, ce n'est pas le PCA qui n'est plus en fonction. Oui. Les agents, le PCA lui est là. Oui. Les agents, à travers la République, la mise en place des directeurs des provinces, des chefs de département et des chefs d'agence. Et c'est comme ça qu'on a organisé le premier conseil et le deuxième conseil. Le premier conseil a été convoqué par le président lui-même, qui a présidé ensemble avec les autres, où on a apprécié. Au deuxième conseil, le PCA absent, et on va convoquer ce conseil à son absence. Et c'est comme ça que lui n'étant pas d'accord. On a rétabli ceux qui étaient suspendus. On a rétabli ceux qui étaient, en tout cas en principe, suspendus à travers la première mise en place. Ce qui était logique d'ailleurs. C'est comme ça que je dis. Oui. Pour éviter le mauvais climat au sein de la société. Parce que d'autres agences vont plus loin pour me dire, mais Pascal, il y a d'autres cas pires que ça. Je pose la question, lesquels? Ils me disent, mais comment comprendre que des gens qui vont en retraite à la fin de cette année occupent encore de hautes fonctions à la société, et pourtant il y a des têtes pensantes qui sont dans les couloirs. C'est inadmissible quand même. Quelqu'un qui va en retraite à la fin de l'année, mais déjà au mois d'août, aujourd'hui ou de juillet, vous faites la remise et reprise, mais vous intégrez celui-là qui a des fonctions, mais celui qui n'a pas de fonction, qui est encore dans l'entreprise, il reste encore comme ça dans les couloirs. Ça n'a pas de sens. D'autres vont plus loin pour me dire, mais Pascal, pire encore pire. C'est quoi? Mais on a envoyé leurs enfants, leurs petits frères et leurs sœurs par-ci, par-là, pour occuper de hautes fonctions. Au préjudice des gens qui devraient en réalité occuper de telles fonctions. Mais finalement, c'est quoi? Donc, lorsque j'ai la portion de pouvoir, ça fait très je mal. Dois faire comme bon
me semble. Je dis seulement au PCA, il n'est pas tard aujourd'hui de convoquer un conseil et revoir les choses. Je dis au ministre de l'Intérieur, mais lorsqu'on parle de l'insécurité, vous entendez. On fait entrer des conteneurs, vous entendez. On fait de telles mises en place, vous entendez, vous ne réagissez pas. Lorsque ça pète, ça va péter ici, et vous allez vous en souvenir de ce que les gens disent déjà. J'interpelle le Premier ministre. Quand les sociétés dysfonctionnent de cette manière-là, je crois que c'est à sa compétence de pouvoir revoir les choses. Ouais. Sinon, aux instances du chef de l'État, de pouvoir encadrer rapidement les choses. Ça va déjà mal, ce n'est pas une bonne chose. On me dit, non, la compétence de convoquer un conseil extraordinaire revient au ministre de l'Intérieur. Ministre du Commerce extérieur. Mais un conseil extraordinaire sur ce qui a été déjà décidé, sur la mise en place, c'est pas possible. Un conseil extraordinaire sur des cas extraordinaires, je comprends. Un peu plus particulier, même en présence du PCA, on peut convoquer et puis on échange. Mais ici, c'est que vous revenez sur ce qui a été décidé au premier conseil. Les cas déplorables contre l'entreprise ont été énumérés au premier conseil, mais vous, au deuxième conseil, vous intégrez ces gens. L'agenda caché, c'est l'autre. Quelles sont les raisons qui poussent le ministre du Commerce extérieur à pousser... Qu'est-ce qui l'a poussé à convoquer cette... Vous savez, Dan, lorsqu'on parle de Jean-Lucien Boussa, qui est, je veux dire, qui est le mien, franchement, qui est le mien, qui est proche à moi, et donc je n'en reviens pas que ce soit ici. J'ai du mal à pouvoir bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Comment avoir un deuxième conseil? L'urgence a été laquelle de pouvoir organiser sans attendre le PCA qui était à faible distance. Et pire encore, il revient, on établit les actes de notification, mais sa signature n'est pas là, les sons n'est pas là, et puis on trouve normal. Mais on peut attaquer ça en justice parce que vous me notifiez, mais je n'ai pas les sceaux de la société, je n'ai pas la signature des personnes compétentes. Mais on peut m'attaquer en justice. Une telle notification, je vais m'opposer. Je vais vous exiger que vous puissiez mettre les sceaux pour que ce soit plus opposable. Oui. Donc, voilà ce qui s'est passé à l'OCC. Mon appel avec beaucoup d'autres agents, parce que j'ai été rapproché par les syndicalistes, c'est ici, hein, à côté de vous, quand vous traversez juste le boulevard, ici au rond-point Forescom, que je dise clairement pour que on revoie les actes, à défaut de revenir sur le premier conseil, alors qu'on annule tout. Mais tout en tenant compte, n'est-ce pas, des cas déplorables là, du Congo central et de Kinshasa. Parce que c'est insupportable qu'on fasse entrer de tels conteneurs à Kinshasa sans être vérifié encore qu'il s'agit de l'OCC. C'est grave. Tout à fait. Mais monsieur Pascal, pour finir sur ce sujet, est-ce qu'aujourd'hui on a arrêté, est-ce qu'aujourd'hui les produits rentrent maintenant normalement, les conteneurs? Est-ce que cette faille a été corrigée? Vous savez, j'ai découvert beaucoup de choses. Quand les agents m'appellent, hein, Dan, d'autres me disent que est-ce que vous pouvez imaginer qu'il y a des véhicules qui viennent accoster à Matadi, les bateaux plutôt, les bateaux qui viennent accoster à Matadi, on décharge et l'OCC ne gagne rien. L'OCC n'est pas là. Qui est là alors? Je ne sais pas quel genre d'exploitation on fait là-bas. On décharge, l'OCC n'est... Et puis nous cherchons l'argent. C'est impensable. Moi, je suis plus dans l'angle de la sécurité. Un bateau qui vient de l'extérieur, on décharge, non seulement vous ne gagnez pas l'argent, mais vous n'ouvrez pas les conteneurs qui viennent jusqu'à Kinshasa. On va vous maintenir. Mais c'est incroyable ça. Le laboratoire qui est ici, qui permettrait des études sur les produits ainsi de suite, afin de permettre aux Congolais de manger, de consommer ce qui est propre. Mais ce laboratoire-là, vous le négligez. L'intention est laquelle? C'est lorsque j'analyse ces deux paramètres-là, dans ces deux provinces, je me dis en tout cas, il faut des enquêtes encore approfondies. Mais au moins, le compte rendu des gestionnaires de ces sociétés, où il y a eu autour d'une table le PCA, le DG et tous les administrateurs, ils ont démontré effectivement que ces cas sont patents, sont palpables, sont vérifiables. C'est ça. Donc, ce n'est plus question de doute, mais question de sanctionner en fait à ce jour.
C'est une situation en tout cas explosive. Et hein. dans d'autres provinces aussi, quand on m'appelle des Ituri et d'ailleurs et tout ça, on m'explique que c'est pratiquement la même chose. Là encore pire, les Ituri, là, il y a des guerres. Mais quand on ne s'est pas sécurisé, quand l'OCC ne fait pas correctement son travail, mais ça cache quoi finalement? Les gens m'entendent, je donne ce point de vue de temps en temps, c'est une manière de déplorer, comme tout citoyen, tout Congolais, qui voudrait voir que son pays soit sécurisé. Et c'est anormal quand des choses comme ça se produisent au sein de l'OCC. Donc peut-être que vous ne connaissez pas les noms. Le directeur général, lui s'appelle Chimanga Etienne. Le PCA, lui s'appelle Domba Fortuna. Ce qui est curieux, c'est que depuis que j'interviens, j'ai dit aux agents, les agents qui me suivent, les syndicalistes qui me suivent ici, je n'ai pas entendu ces gens, n'est-ce pas, mettre en cause ce que je dis, parce qu'ils comprennent simplement que c'est tangible, c'est vrai. Qu'est-ce qu'ils vont réagir? Personne ne va réagir. Au contraire, le point de vue des syndicalistes, le point de vue de tous les agents. Peut-être que le ministre va réagir. Mais comment il va réagir parce que c'est tangible? Il va réagir pour dire quoi? Mais contredire, il va dire quoi? Qu'est-ce qu'il va dire en réagissant? Il va réagir peut-être pour parler, mais il ne peut pas me raconter. C'est difficile. Ce que je dis est vrai. Les syndicalistes sont ici, les agents de l'OCC sont ici. Ils vont vous le dire. 3 cas déplorables. 1. Cette mauvaise mise en place qui n'a pas tenu compte des cas qui insécurisent la ville, les produits qui entrent sans contrôle, le matériel qui est là, qui n'est pas sécurisé, aujourd'hui tombé obsolète. 2. Les agents actifs sont là, ils ne se retrouvent pas dans la mise en place. On prend des gens qui auront des retraites d'ici la fin de l'année et les agents, en général, ne comprennent pas. Ces décisions-là sont prises. 3, je termine. Oui. La mise en place des gens qui n'ont pas qualité à pouvoir occuper des antennes, des agences, des directions et ceux qui méritent occuper ces fonctions et sont là, n'occupent pas. Sont les 3 griefs très pertinents. Et le 4e s'ajoute, les bateaux qui viennent et l'OCC ne se retrouve pas en termes d'argent parce que simplement ne parvient pas à pouvoir contrôler à Matadi. Sur la question des nominations, qui est derrière ici pour finir? Mais il faut comprendre. Il y a d'autres agents qui me disent... Oui. Bon, il y a l'autre qui m'a reconnu, un peu proche du ministre de Commerce extérieur. Non, mais votre frère a envoyé beaucoup de vos gens là-bas. C'est comme ça qu'il m'a dit. Votre frère a envoyé beaucoup de vos gens à l'OCC. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il est ministre. C'est fait comme ça, mais il a déploré ainsi. C'est ça. Donc, généralement, il faut alors comprendre que d'un côté, il y a le ministre, de l'autre côté, il y a le PCA, il y a le DG, il y a le DGA. Ils envoient des gens. Mais même alors, si vous pouvez envoyer les gens qui soient à mesure de produire un bon travail pour l'intérêt de tout le monde. Mais lorsque vous envoyez des gens qui n'ont pas totalement qualité, et ça inquiète parce que des gens qui sont battus pour cette société depuis longtemps sont là, l'expertise est avérée, mais de tels gens n'ont pas de fonction, alors ça inquiète un peu. En tout cas, c'est pas normal, mais le point de Pascal, qui intéresse le plus Pascal, c'est le point sécuritaire. Et j'insiste, les services de sécurité me suivent. J'insiste sur la sécurité, mais fondant sur le PV de ce conseil-là du 14 juillet 2023, où les dirigeants de cette société ont insisté sur le fait qu'il y a des conteneurs qui quittent Matadi jusqu'à Kinshasa sans être contrôlés. Pour moi, c'est un danger terrible pour la ville et c'est une faute grave qui mérite vraiment des sanctions graves et par la société et par les services de sécurité. Merci beaucoup, M. Pascal, sur ce premier sujet. Vous l'avez compris, la question est pertinente. Nous espérons que les concernés prendront les mesures qui s'imposent, hein, parce que la vie des Congolais est en danger, surtout sécuritaire. C'est très très important, hein. Il faut vraiment y veiller. Voilà, deuxième thématique, M. Pascal, on s'est tous réveillés un matin, on a suivi à la télévision les médias internationaux qui partagent en boucle cette information-là. C'est ce coup d'État au Gabon qui a été diversement commenté par ces médias eux-mêmes, par certains Congolais sous les réseaux sociaux et plusieurs canaux de communication. Mais on se dit finalement, qu'est-ce que ces gens-là veulent exactement dire? Monsieur Pascal, votre lecture par rapport à ce coup d'État et son interprétation, les leçons que nous devons tirer et le regard de la France vis-à-vis de ce coup d'État. Je crois que c'est mieux que je parte d'abord
par des considérations, et sinon des observations personnelles. Et je vois d'abord la France et ses différents médias. Je vois que la France est très pour ce coup d'État et même contente de ce coup d'État. Question de voir comment les médias communiquent là-dedans. Or, la même France est très contre le coup d'État au Niger. Mais il faut qu'on... Je continue. D'accord. On dit, ça c'est la France qui a dit, ils ne peuvent pas accepter qu'un président légitimement élu soit renversé par un putschiste de cette manière-là. Là, c'est au Niger. Mais je dis, c'est pratiquement la même chose au Gabon parce que même si, à travers le résultat de ces dernières élections, on pouvait proclamer Bongo perdant, tant que la CENI ou la Cour constitutionnelle n'aurait pas encore confirmé le résultat, Bongo resterait encore président élu, jusqu'à la remise et reprise. Mais curieusement, maintenant il y a un coup d'État, ça veut dire Bongo connaît le coup d'État pendant qu'il est encore président légitimement élu des élections passées. Parce que la fin aurait été lors de la proclamation de ces résultats par la Cour constitutionnelle, si jamais on pouvait proclamer l'opposant comme élu. Et donc, la France, autant qu'elle ne sait pas accepter le coup d'État, sinon le putsch au Niger, autant elle ne devrait pas aussi accepter celui du Gabon. Mais le contraire, aujourd'hui, vous voyez qu'ils appuient celui du Gabon et vous allez comprendre la suite. Celui qui a fait le coup d'État, il est du clan d'Ali Bongo et donc potentiellement d'Omar Bongo. Ils sont du clan Otogwe. Ce n'est pas quelqu'un d'ailleurs, c'est quelqu'un de la famille. Sa maman, c'est la cousine d'Ali Bongo. Donc lui, c'est le neveu d'Ali Bongo. Neveu, venez, travaillons parce que j'ai le pouvoir. Je dois vous rappeler qu'il était celui-ci, le petit, le plus proche d'Omar Bongo. Au dernier jour d'Omar Bongo, en tout cas à ses sentant sa mort venir, il lui avait dit et il lui avait présenté en même temps Ali Bongo, son fils, comme votre frère, il faut les protéger. Il connaissait bien entendu quelques faiblesses de son fils. Il faut les protéger. Il était là, d'un côté, faire son travail comme il le fait, mais aussi protéger dans le cadre, n'est-ce pas, de protection du pouvoir de leur clan à son neveu, qui est Omar Bongo. Ce qui énerve maintenant, ou ce qui a énervé finalement, ou ce qui a poussé à ce coup d'État, c'est que d'un côté, il a regardé l'état physique de son neveu, de son oncle alors si vous voulez, il a constaté qu'il n'avait plus de capacités intellectuelles capables de gérer un pays. Deuxièmement, Ali Bongo commençait à préparer son fils, qui sa maman est une Française. Noureddin Bongo. Alors lui voulait que son fils les succède. Or, les caciques du clan Otogwe ne pouvaient pas accepter qu'un fils qui sa maman est de la France et d'ailleurs en dehors du clan prenne le pouvoir. C'est ce qui a fait qu'on justifie ceci, parce qu'aussi en même temps on a vu le résultat des élections était en train de poser problème en toute réalité, de manière plus tangible. Et Ali Bongo perdait, mais on a forcé qu'on ait ce résultat-là. C'est ce qui a justifié le coup d'État. Donc c'est à l'interne. Un peu comme de père et de mère. Le fils de Bongo n'est pas gabonais de père et de mère. On peut dire ça comme ça. Ah oui, quelque part. Il faut dire ici que le Gabon n'a à peine que 2 300 000 habitants. Kinshasa est plus habité que le Gabon. Kinshasa est plus nombreux par habitant que le Gabon. Et donc, c'est un petit pays qui, facilement, lorsqu'il faut réfléchir pour atteindre un objectif comme celui-là, c'est très facile. Et chez nous, vous voyez le nombre des gens et ça. Alors, maintenant, c'est que les Français sont en train de comprendre une chose en même temps. Que les Africains ne sont plus ceux qu'on pouvait manipuler très facilement hier. Pas
parce que c'est sur l'Afrique qu'est assise la France, et sinon c'est sur l'Afrique que la puissance de la France est justifiée, et voir l'Afrique s'échapper maintenant, s'émanciper de la France, pour la France, c'est une question non pardonnable. Et c'est comme ça que vous voyez aujourd'hui la France veut en finir avec le Niger. Pense en finir avec le Niger. Le coup d'État du Gabon n'est pas révolutionnaire. Le coup d'État du Gabon, c'est un coup d'État protectionniste. Des intérêts français. Non, d'abord des intérêts français pratiquement, mais à l'interne. Le clan conserve le pouvoir qu'ils ont des Français. Non pas autre chose. Et vous n'entendez pas les Français regretter le coup d'État au Gabon. Les Français, par contre, sont contents. Ils commencent à vous expliquer comment ce clan est longtemps au pouvoir, les Bongos sont longtemps au pouvoir, Bongo père, Bongo fils, très longtemps au pouvoir, c'est normal qu'on change. Mais on change, mais ce n'est pas parti ailleurs. C'est toujours dans le précaré. Même si l'autre son nom n'est pas Bongo, mais c'est la même famille qui garde le pouvoir. Même clan, oui. C'est la même famille qui garde le pouvoir. Voilà, donc le cas Gabon, à ce stade, nous devons l'analyser de cette manière-là. Mais il y a une interpellation. Il y a une interpellation déterminée. Oui. Lorsque vous avez le pouvoir, c'est là où je suis avec Héraclite d'Éphèse et de temps en temps, je parle de tout court, tout passe, rien ne demeure. Pensez aussitôt à votre sortie. Le jour de l'entrée, imaginez le jour de la remise et reprise, au même moment. Ne soyez pas corrompus par le pouvoir. Et ne perdez pas le regard, les yeux, du fait que vous avez le pouvoir. Ne soyez pas, j'insiste, corrompus par le pouvoir, parce que la corruption du pouvoir détruit. La longévité au pouvoir crée ou naît, en tout cas, des adversaires. Même si vous faites bien. Et c'est comme ça que plusieurs pays africains, qui sont longtemps là au pouvoir, en tout cas, ils doivent réfléchir et comprendre que leurs frères et sœurs ne supportent plus. Regardez au Gabon, les mêmes, si on doit s'en tenir au vote qui a été proclamé, au résultat qui a été présenté par la Commission électorale nationale indépendante. Bon, ils ont leur commission là, par leur conseil électoral. Ça veut dire qu'il a eu une popularité conséquente. Mais lors du coup d'État, la même population sort pour se réjouir contre Omar Bongo pour le coup d'État. Ça doit dire quand même quelque chose. Voilà pourquoi quand vous êtes longtemps au pouvoir, toujours bon de préparer votre sortie. Je prends le cas par exemple de Théodore Obiangema. C'est comme au Gabon. Hein. Lui avait fait le coup d'État contre son propre oncle, hein, qui s'appelait Massiasse Nguema. Il a fait le coup d'État contre lui. Et depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours lui. Il est devenu très vieux, toujours au pouvoir. On peut citer les vieux comme ça, ceux qui sont au pouvoir depuis très longtemps, les Paul Biya, l'homme de l'Ouganda, l'homme du Rwanda, l'homme d'en face ici Congo. Ils sont nombreux. Ils doivent comprendre que leur génération, avec la génération Android aujourd'hui, avec la génération Internet aujourd'hui, c'est deux mondes opposés. J'étais au campus à son temps. Le téléphone Android n'est pas... Donc, il y a un professeur qui ne sait pas toucher le téléphone Android. Lui, c'est le téléphone de toucher là, et puis il fait ça. Mais un professeur d'université. Simplement parce que ce n'est pas sa génération. Si vous voulez vous rendre compte, donnez le téléphone ou la télévision à un enfant de 4-5 ans. Vous allez voir comment il... Vous ne saurez pas le faire. Ils le font très facilement. C'est leur génération. C'est leur génération. Ils sont plus... Ils ont l'internet, les télévisions, ils voient ce que les autres vivent. Comment les autres vivent. Ils voient les Français, ils voient les Américains, tout ça. Lorsqu'ils regardent chez eux, ce n'est pas la même chose. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? L'explication, c'est la mauvaise gestion. Ils vous regardent et ils se révoltent. C'est ça la réalité aujourd'hui. C'est une autre génération qui veut créer un paradigme de gestion au sommet des États africains. Et voilà pourquoi nous connaissons des coups d'État. Ça doit plutôt interpeller les dirigeants à pouvoir intégrer la donne de servir, de travailler pour l'intérêt de la nation. Mais ça sert à quoi? Mais j'aimerais un peu... Je termine par là. Oui. J'ai vu les images. Le président du Sénat gabonais,
qui prenait fuite avec 5 valises pleines d'argent. 5 valises pleines d'argent. De l'autre côté, sa population croupit dans la misère. Mais lui, imaginez si dans sa maison il avait un tel montant d'argent, en banque alors il en avait combien? Vous-même comme individu, vous avez beaucoup d'argent, vous amassez beaucoup d'argent. Pour quelle fin? Et pourtant demain vous allez passer, je l'ai vu, des cheveux tout blancs. Il n'a plus la force physique. Il doit être dans les 80 d'années. Mais cet argent vous servira encore à quoi? Mais il se cramponne. Il laisse ses frères et sœurs dans la souffrance. C'est ce que je dis, non. Ce n'est pas une bonne pratique. Qu'est-ce sert, là c'est la Bible, hein? Qu'est-ce sert à l'homme de gagner le monde et s'il détruit sa propre vie? Ça servirait à quoi de pouvoir gagner tout ce que vous gagnez là et en fait de compte être ridiculisé comme il a été ridiculisé? Et l'argent confisqué. Et pourtant, il pouvait servir à ses frères. Imprimer la différence, imprimer l'exemple, imprimer la référence. Alors, voilà. Vanité des vanités, mais nous nous comportons de cette manière-là. Et curieusement, plus dans les pays francophones, que vous prenez, que ce soit la Guinée. Les présidents s'éternisent dans les pays pouvoir. Plus dans les pays francophones. Vous parlez de la France, du rôle de la France dans ces coups d'État. Vous avez parlé de cette différence entre au Guinée, au Niger plutôt. Oui. Au Niger où la France a condamné le coup d'État, mais au Gabon, il semble soutenir ce coup d'État. Comment expliquer cette dualité? Parce que simplement, vous allez comprendre que le coup d'État du Gabon ne s'oppose pas aux intérêts français. Parce que quand vous suivez, vous analysez entre les lignes les discours des Français, c'est leurs intérêts en Afrique. Nos intérêts. Comme si nous sommes là, l'Afrique est là pour servir la France. Est-ce que vous pouvez imaginer la France qui s'oppose de quitter un pays qui souverainement demande aux agents de la France de pouvoir quitter? C'est notre pays, nous vous disons, vous devez quitter. Vous dites non, nous n'allons pas quitter. Parce que nous devons protéger nos intérêts. Donc, les intérêts de la France sont protégés au Gabon jusqu'à la preuve du contraire par les putschistes. Mais les intérêts de la France ne sont pas protégés au Niger. Parce qu'au Niger, il s'agit d'une révolution. Les gens en ont marre des Français. Ils disent que l'insécurité que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'imposture française. Chez Kadhafi ici, son pays c'est la Libye. De Libye, et voilà aujourd'hui toute la partie connaît l'insécurité et la France est là pour exploiter nos minerais tout en nous imposant l'insécurité. Pour eux, la lecture est telle que si on chasse la France, nous allons résoudre la question de l'insécurité. Je crois qu'ils ont raison, parce que c'est la France qui est instrumente, qui fait cela. Alors maintenant, ayant compris que ces intérêts ne sont plus protégés, donc, il faut s'en découdre avec ceux qui ne savent pas protéger mes intérêts. C'est pour ceux-là qui sont contre les Français. Mais au Gabon, le langage passe parce que les messieurs qui sont là, comme je vous ai dit, ils sortent maintenant du même clan, ils protègent les intérêts français, et maintenant ils sont acceptés par les Français. Si je comprends bien, si les intérêts, les intérêts français ne sont plus protégés par les putschistes au Gabon, le langage va changer. Le langage va changer très facilement. Ils vont s'opposer. Ils vont revenir à dire, ben voilà, un coup d'État contre un président qui était encore en fonction, qui a été élu, proclamé élu, et tout ça. Mais ce qui est pire, c'est que le putschiste dit, j'annule même les élections. Mais il annule les élections, les Français les suivent. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu en Côte d'Ivoire? Ils ont imposé Ouattara jusqu'à faire sortir de la maison présidentielle en humiliation Gbagbo et sa femme et ses enfants. C'est le cas élection. Malgré que le résultat qui a été proclamé par le président de la CENI, qui, selon les accusations de la France, était proche de Gbagbo, mais on a imposé Ouattara. Si au Gabon, le problème a été élection, mais imposer alors celui qu'on estime qu'il a été élu, qui est l'opposant, le professeur.
Mais vous verrez, on ne va pas imposer le professeur, peut-être qu'on ne le maîtrise pas très bien. On va vouloir soutenir le putsch pour garantir leurs intérêts, protéger encore les avoirs des Obongo. C'est cela la réalité. C'est la réalité. Donc, c'est la France qui fait ces jeux de déstabilisation des pays africains parce qu'elle veut de temps en temps sécuriser ses arrières. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Sans l'Afrique, la France n'est rien. Monsieur Pascal, on va essayer de savoir maintenant. On a vu des gens comparer le cas du Gabon au cas de la RDC. Et certains malins, certains politiciens véreux malins comparaient le cas du Gabon à la RDC pour dire que c'est un vent qui a commencé en Afrique de l'Ouest, qui est en train de souffler. Et maintenant, il est en Afrique centrale. Ils mettent même en garde certains présidents de l'Afrique centrale qui ont une longévité incroyable, que le président du Cameroun, de l'Ouganda, vous l'avez dit. Cette analyse-là vaut-elle? Non. Vaut-elle? Et à la RDC, ça n'a pas de sens. Mais le président en fonction aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi, il est issu des élections. Il n'a fait jusqu'ici que 4 ans et demi. Il est dans le respect de notre Constitution. L'article 220 de la Constitution dit « Le mandat est de 5 ans, une fois renouvelable ». Donc pour les prochaines élections, de manière très démocratique, de manière très acceptée, il sera candidat. Le problème ne se pose pas. La RDC a connu cette époque de longévité au pouvoir. Mobutu, 32 ans. Et ce que le Gabon connaît aujourd'hui, nous avions connu en 96, à l'entrée de la FDL, où on a chassé celui qui est resté longtemps au pouvoir. Oui. Mais celui qui a chassé, celui qui est resté longtemps au pouvoir, a tenté aussi de rester longtemps au pouvoir. C'est Kabila et Kabila. Kabila père, fera 3 ans, il sera assassiné. Et puis son fils va le remplacer, il va faire 18 ans. 18 plus 3, ça donne 21. Donc 21 ans, une autre période qui a été longue au pouvoir. Heureusement qu'il a été souple, il avait compris. On connaîtrait une fois de plus ce que nous avions connu en 96, sinon ce que le Gabon connaît aujourd'hui, si Kabila ici restait encore longtemps au pouvoir, parce que les arguments que développe le Gabon aujourd'hui, nous l'avons développé à son temps. Donc, c'est difficile de comparer. Il est pratiquement difficile de pouvoir prendre le cas du Gabon, l'amener en RDC. Sur quel angle? Je ne vois pas. Et donc, nous avons déjà connu autant de fois, sinon 2 fois, ce que nous avions connu, ce que le Gabon connaît aujourd'hui, nous avons déjà connu. On ne peut plus revenir sur ça. Le Gabon est sur nos pas. Le Gabon est sur nos pas. Et Omar Bongo et son fils ont fait pratiquement 50 d'années. Entre nous, il était difficile de supporter. Au moins s'il était en bonne santé. Le président gabonais n'était plus en bonne santé. Mental, physique, il commençait à manquer. Mais le président congolais est en bonne santé, mentale et physique. Je ne sais pas sur quel angle encore il faut évoquer. Donc moi j'imagine que ça c'est de la mauvaise volonté et c'est du raccordement frauduleux qui n'a pas un sens en toute réalité. Donc là c'est vouloir simplement déstabiliser les pays à volonté et alors que ici nous sommes dans le respect des principes démocratiques. Monsieur On n'a pas Pascal, sorti ces principes. Monsieur Pascal, au cas où cette hypothèse que tout le monde ne veut pas arriver, quelles peuvent être les conséquences? Ne veut pas arriver comment? Cette hypothèse que tout le monde ne veut pas, celle qui se passe au Gabon et dans d'autres pays, c'est qui si ça arrivait au Congo, quelles peuvent être les conséquences? Non, chez nous ça ne peut pas arriver. Il faut parler d'autres Congo. Il faut parler d'autres pays. D'autres pays. Nous sommes dans le respect de la démocratie. Quelqu'un qui appelle 3 ans, mais vous allez l'haïr sur la logique de la longévité, de quelle manière? Il est de quel clan qui est au pouvoir depuis longtemps? Le Tshisekedi n'était pas au pouvoir depuis tous ces temps, c'est maintenant qu'il est au pouvoir. Oui. Alors maintenant, je ne sais pas, l'argument sera justifié de quelle manière? Ceux qui réfléchissent comme et ça... Et d'ailleurs, ce n'est pas bon aussi. Ce n'est pas bon de... Ça, c'est inciter l'armée à commettre des cas déplorables. Et ça, je pense que les services doivent condamner. Ce qui se passe le... Non, de tels discours ne peuvent pas être véhiculés.
De tels discours, le Congo c'est le Congo, le Gabon c'est le Gabon. Les réalités du Gabon c'est les réalités du Gabon, les réalités du Congo c'est les réalités du Congo. C'est condamné. Quel est le problème chez nous aujourd'hui pour que on incite l'armée à poser des actes comme ça? Et quand les gens écrivent, je vois à travers les réseaux sociaux, les gens le disent. Et les services sont calmes, observent. Non, ils doivent les inquiéter, ils doivent les interpeller, ils doivent les décourager. C'est ça. Ce n'est pas de cette manière. Nous devons analyser. La question fondamentale à pouvoir analyser ici, c'est de dire, lorsque vous avez le pouvoir, la population vous donne le pouvoir, vous avez l'obligation de travailler pour la population. Ne travaillez pas pour vous-même parce que ça ne servira à rien. Dan, aujourd'hui, je peux sortir d'ici, juste je ne sais pas à quel niveau, je ne saurais pas voir les traces de Mobutu. Impossible. Je peux quitter ici, je peux aller, je ne sais pas à quel niveau, je ne sais pas voir les traces des musées Laurent Désiré Kabila. Même Kabila fait ça. Même Kabila, peut-être qu'il cachait certaines maisons, tout ça, mais je ne sais pas voir ces traces personnelles. À part Kingakati et le reste là, que je ne suis jamais arrivé, je ne sais pas comment je vais arriver là-bas aussi. C'est ça la réalité. Et donc, c'est quoi en réalité lorsque vous avez le pouvoir? Ne pas comprendre que vous avez l'obligation et la nécessité de servir vos frères et sœurs. C'est là que nous devons interpeller les chefs d'État, comprendre que, au lieu de servir la France en fait de compte vous tourne le dos. J'ai ici deux cas palpables. Nous avions le président Mobutu qui était l'ami des Français. L'ami au sens vrai du terme des Français. Mais lorsque Mobutu fouille la République du Zaïre, il demande l'exil en France, on lui refuse plutôt l'exil. Et Mobutu ira au Maroc avec beaucoup de soucis, de manière inimaginable, et il va mourir au Maroc. Bongo dont on parle, c'est la France ou rien. Bongo, vous avez le père Ali Bongo. Ali Bongo. La France ou rien, c'est là qu'il a étudié en France. Il a terminé ses études là-bas. Il était d'abord musicien, étudiant, tout ça, il est revenu. Mais vous aviez suivi le message qu'il a fait. Il l'a fait en anglais. Le nom dit c'est quoi? Je ne sais plus m'adresser aux francophones parce qu'ils m'ont déjà tourné le dos. Je m'adresse aux anglophones. Si vous pouvez me comprendre, faites des bruits. C'est comme ça que ça voulait dire le message. Il ne s'est pas adressé aux Français parce qu'il ne pouvait pas comprendre que les Français pouvaient le faire. Après les services qu'il a rendus à la France. Voilà pourquoi nous disons, lorsque vous avez le pouvoir, ne suivez pas ces gens-là, ils vous mentent. Les Français vous mentent. Les Français comprennent qu'ils dépendent de l'Afrique. Le jour où nous allons commencer à dire non, comme nos frères Niger, Burkinabé, Guinée, tout ça, les Maliens plutôt, ils le disent, mais ce sera une libération de l'Afrique et ce sera l'effondrement pratiquement de la France parce que sa puissance prétendue là n'aura pas de sens lorsqu'elle aura perdu l'Afrique. La puissance de la France repose et je sur l'Afrique. pense que nous sommes dans cette dynamique. Est-ce qu'il y a des États africains qui peuvent subir le même sort? Le sort de qui? Le sort de coup d'État. Bon, je ne sais pas comment ça peut se passer. Est-ce qu'il y a des États qui présentent les mêmes fragilités en Afrique? C'est fort possible. C'est fort possible parce que je parle ici des générations. Il y a une autre génération qui est née, une génération qui voit les choses de très mal, une génération d'androïdes, une génération qui vit dans un monde planétaire. Voyez-vous, les autres vivaient hier dans un monde séparé. Un enfant qui grandit dans ces conditions, vous l'amenez aux États-Unis, il ne sera pas surpris. Parce qu'il aura tout vu à travers les réseaux sociaux, à travers les médias. Il ne sera pas surpris. Mais à l'époque, regardez comment nous pensions de l'Europe comme si c'était un paradis. Non, au paradis, il n'y a que des arbres. Je ne pense pas qu'au paradis, il y a des maisons. On pense comme si l'Europe était un cadre à part. C'est un monde extraordinaire. Mais quand on a commencé à voir les images... Lorsqu'on a commencé à voir les images, lorsqu'on a commencé à aller, lorsqu'on est devenu village planétaire, on dit, bon, j'irai là-bas faire quoi? Mais c'est la même chose. Les gens commençaient à chosifier cela. Donc, on mystifiait l'Europe simplement parce que
le contact n'était pas permanent. pas permanent. Aujourd'hui, le contact est permanent. Les gens vivent dans un village, les réalités que vivent les Européens là-bas, nous les vivons au même moment ici, à la même heure, à la même minute. Le match qui suit là-bas, nous suivons ici, à la même minute, à la même heure. Donc, ça ne surprend plus les jeunes. Et voilà, les jeunes veulent maintenant que leur style de vie, dans leur pays aussi, soit comme le style de vie de ces pays-là. Les gens s'interrogent. La France, dans sa dimension-là, ils sont des hommes comme nous, des individus comme nous. Merci beaucoup. Comment ils parviennent à ce jour continuer à marcher sur nous, Franchement. comme si nous étions dans l'époque où on ne savait pas écrire A et B. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que les gens s'épanouissent. D'où ces chefs d'État qui sortent d'un autre paradigme doivent comprendre que nous sommes dans le paradigme du changement, du paradigme du monde planétaire. Soit il est sur le pouvoir, soit il s'adapte à la logique, n'est-ce pas, de la révolution qui consiste à dire, pas question d'être marché par la France, il est question ici de servir ma nation. S'ils font ça, ils seront sauvés. S'ils ne sauront pas faire ça, je crois qu'ils seront rattrapés par le même vent. Par le même vent. Merci beaucoup pour ces belles analyses, Monsieur Pascal. Je pense que nous ferons certainement une autre émission d'ici 1 à 2 semaines avec vous sur ce plateau en seul à seul. Ça fait toujours du bien, ça éveille toujours les populations qui aiment tant vous suivre et vous écouter. En tout cas. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Merci à M. Pascal, merci à tous les téléspectateurs. Nous allons à présent laisser le plateau à d'autres confrères pour notre tournage. Merci de nous avoir suivis, de nous soutenir. Portez-vous bien et à la prochaine. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.